l'empire colonial français dans la Grande Guerre, un siècle d'histoire et de mémoire. Alors quel est l'objectif initial de ce travail d'abord? La fondation de l'Académie des sciences d'outre-mer, qui a été créée en 1922 par des hommes qui ont mesuré l'importance de l'engagement de l'Empire durant la Grande Guerre et qui ont souhaité rendre hommage à ces hommes. Et puis, le centenaire est entré dans l'actualité en 2013 et j'ai souhaité que l'Académie des sciences d'outre-mer commémore effectivement ce centenaire. Alors, comment est structuré cet ouvrage? Il est structuré de la façon suivante. Nous avons 5 années. L'Académie est fondamentalement pluridisciplinaire et c'est l'Académie nationale, c'est la seule qui est pluridisciplinaire. Donc nous avons une richesse interne à valoriser. Et nous avons fait appel à notre confrère historien Daniel Lefebvre. Et Daniel Lefebvre a été l'architecte de la construction de ce programme quinquennal en proposant 5 thèmes traduits par 5 verbes, un par an: mobiliser, produire, soigner, résister, se révolter et honorer. Sur ce socle de 5 grands thèmes, nous avons ajouté ensuite combattre, parce qu'en première partie il y a des récits de bataille, et nous avons ajouté commémorer pour avoir une meilleure adéquation avec l'esprit du centenaire. Et puis j'ai ajouté une 6e partie composée de 5 itinéraires mémoriaux que j'ai réalisés sur les champs de bataille. Quel est l'apport justement de l'empire colonial français dans ce moment très particulier de l'histoire que constitue la Première Guerre mondiale? Eh bien, cet apport, ce sont des hommes, 700 000 environ, venus de toutes les terres de la France lointaine. Et c'est un empire aussi qui entre dans l'effort de guerre, par ses productions. Donc les hommes et les produits. Bien, cette mémoire, elle s'est manifestée très vite, dès les années 20, avec l'inauguration d'un grand nombre de monuments, l'inauguration d'un grand nombre de cimetières de regroupement, de nécropoles. Il y a toute une politique de la mémoire qui se met en place dès la fin de la guerre. Cette mémoire n'est jamais tombée. On l'a vu renaître au travers des anniversaires lors des décennies. Les 50 ans en particulier, après les années 20, les années 30, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, je dirais une forme d'assoupissement de la mémoire. Et puis cette mémoire s'est manifestée à nouveau lors des décennies, en particulier lors des décennies de la bataille de Verdun, avec des hommes politiques français, allemands, qui sont venus commémorer cette bataille. Et à chaque décennie, on a eu, je dirais, une forme d'augmentation de la mémoire qui ne s'éloignait pas, mais qui était plus silencieuse dans les années 90, parce que se profilaient déjà les années du centenaire. Et là, le centenaire, c'est un véritable feu d'artifice. On ne pouvait pas imaginer une telle mobilisation pour commémorer effectivement ce premier conflit mondial. Alors, du haut de l'État, du sommet de l'État, avec la dernière cérémonie à l'Arc de Triomphe en 2018 avec le président Macron, mais dès 2012, avec la création d'une mission du centenaire de la Première Guerre mondiale. Et cette mission du centenaire de la Première Guerre mondiale s'adressait aux collectivités territoriales, mais aussi aux associations, mais aussi aux individus. Et on ne pouvait pas imaginer les effets de la mission du centenaire pour mobiliser à toutes les échelles les personnes qui se sentaient concernées par ce centenaire. Comment elle a circulé géographiquement avec des pays qui aujourd'hui sont indépendants depuis la fin des années 50 et le début des années 60? Comment finalement l'effort qui a été ceux de ces anciens territoires français est aujourd'hui reçu dans les sociétés africaines
malgaches qui sont indépendantes. Oui, alors je dirais, on ne peut pas dire c'est partout pareil. Il y a des différences qui sont liées à l'histoire, à la culture, etc. Cette mémoire est vivante à Madagascar, comme le démontre un chapitre du livre. En Indochine, pour reprendre les termes géographiques, elle s'est effacée. Dans les années 20, il y a eu construction de monuments aux morts dans toutes les grandes villes de l'Indochine. Aujourd'hui, beaucoup de ces monuments ont disparu. En Afrique, la question est toujours sensible. En Afrique noire, il y a eu un moment abandon des monuments. J'ai vu des photos de monuments construits en Algérie qui étaient abandonnés, qui tombaient en ruine, qui étaient souillés. Et puis j'ai vu récemment quelques images où il y avait une considération d'un patrimoine et j'ai vu quelques monuments en ruine à nouveau mis en valeur. Et puis en Afrique noire, il y a une dynamique au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, mais il y a aussi des formes d'opposition à ce passé. Alors, cette histoire que vous relatez à travers justement cette méthodologie de l'interdisciplinarité et de la transdisciplinarité, finalement c'est une histoire qui n'avait pas été faite jusqu'à maintenant, en tout cas sur ces bases-là. Un ouvrage sur l'Empire dans la Grande Guerre, au travers de tous ces thèmes que nous avons abordés, réunis dans un même volume, je n'en ai pas connaissance. Alors, quelles ont été les conséquences de l'issue de ce conflit ensuite sur les territoires qui avaient envoyé ces centaines de milliers d'hommes se battre sur ces fronts? Ça a été un grand choc. C'était un grand choc. C'était pour certaines sociétés la confrontation de deux mondes. Ce sont les travaux de l'historien Benoît Beuchet qui a sorti des archives qui jusque-là n'étaient pas étudiées, et au travers de 2-3 photos qui montrent effectivement cette confrontation de deux mondes. Des soldats sont retournés au pays, d'autres sont retournés au pays blessés. Il y a eu des logiques de prise en charge de ces hommes blessés. Le traitement était le même. Il y avait une égalité dans les tranchées. Il y avait une égalité. Et il y avait une égalité, pourquoi? Parce que lors des premiers jours du conflit, quand fin août, on comptait des milliers de morts par jour, les hommes de l'Empire, sauf exception, n'étaient pas encore arrivés. Et puis ensuite, l'hécatombe a été telle qu'au départ, on avait des régiments composés de X bataillons bien déterminés, etc., de tirailleurs. Et puis très vite, l'hécatombe humaine a conduit à faire des régiments mixtes. Donc les hommes étaient mêlés. Et à ce domaine, dans cet exemple d'hommes mêlés, j'ai un exemple que j'ai découvert dans le carré musulman de la nécropole de Fleury devant Douaumont. Le carré musulman de la nécropole de Fleury, c'est 492 stèles. Et au milieu du carré, au milieu du carré, je découvre des stèles avec des noms indochinois. Des noms indochinois. Ouais. Alors on pose l'hypothèse, étaient-ils musulmans? Il n'y avait pas de recrutement chez les Ouïghours. Oui, bien sûr. Et pourquoi se reposent-ils là tous ensemble? Eh bien parce que les tirailleurs algériens, un bataillon de tirailleurs algériens a défendu la reprise du fort de Douaumont, et des Indochinois sont venus leur donner un coup de main. Ils se sont trouvés mêlés, et au moment de la mise en terre, ils ont été mis en terre ensemble. Ils se retrouvent sous une stèle musulmane avec un nom indochinois. Donc cette idée de mixité des hommes sur la première ligne de front, elle est partout.
Alors si, pour conclure, s'il y avait un message que vous souhaitez porter à travers cet ouvrage, c'est quel type de message? Quel type de message? Eh bien que cette histoire, c'est notre histoire. On ne peut pas la déconstruire. Elle existe. Elle s'est passée comme ça, avec des aspects plus positifs que d'autres. Il y a un chapitre sur le recrutement en Côte d'Ivoire, il y a des pages très sombres. Mais c'est notre histoire. Et cette histoire, il faut l'accepter. Et il faut éviter de... Je dirais, mais on ne peut pas le dire... Il faut éviter de l'instrumentaliser. C'est l'histoire avec ses pages sombres, avec des pages plus glorieuses. Et c'est l'histoire de toutes les sociétés humaines sur tous les territoires du monde depuis toujours. Oui, et puis surtout, il faut peut-être éviter de la regarder avec les lunettes de notre sensibilité présente. C'est ça. Il faut la recontextualiser. On ne peut pas faire de l'histoire avec les raisonnements, les lunettes, comme vous le disiez, d'aujourd'hui. Sinon, on ne fait pas un travail d'historien.